Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir accepté cette audition dans le cadre du projet de loi LPPR qui va passer la semaine prochaine en commission et très vite après dans l'hémicycle. On mène une série d'auditions avec mon collègue Michel Larive, qui est membre également de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, et Sabine Rubin, une collègue députée qui est très au point sur ces questions-là aussi et très intéressée. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de vous recevoir, la Confédération des jeunes chercheurs avec Kim Gauthier et Julien Louis, et le CNTRS-CGT avec Josiane Tac et Vincent Martin. Je vais vous laisser peut-être vous présenter chacun votre tour et puis aborder, alors prenez le temps qu'il faut, les points de la LPPR, notamment les modalités de financement, les nouveaux contrats, les ouvertures au privé et puis peut-être d'autres points qui vous semblent importants et après on échangera avec un jeu de questions-réponses si vous voulez bien. Je me présente rapidement dans ce Allez-y. cas. Donc, je m'appelle Julien Louis. Je suis docteur en sciences politiques de l'Université de Strasbourg et je suis membre de la CJC à travers l'ANCMSP, qui est l'Association nationale des candidats au métier de la science politique et qui est donc une association membre de la CJC. Oui, bonjour, donc Vincent Martin, je suis membre de la FERC-SUP-CGT, c'est le syndicat CGT des établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire que les universités. Merci, Madame Tac. Donc voilà, moi je suis Josiane Tac, je suis la secrétaire générale alors du SNTRS-CGT. Donc il y a deux CGT ici, Vincent pour les universités et moi pour les organismes de recherche. Voilà, si on peut compléter. Pour la présentation, c'est tout. Merci, Madame Gauthier. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis à la Confédération des jeunes chercheurs avec Julien Louis. Je suis la présidente cette année et en troisième année de doctorat, donc pour représenter les jeunes chercheurs en France. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci à vous. On va commencer. Madame Tac, si vous voulez bien, si vous voulez nous faire un petit point sur cette LPPR. Voilà. Donc, en fait, la LPPR, donc, elle va passer là au Parlement. Donc, ça fait un petit moment qu'on nous parle de cette PPR. Hein, ça remonte à janvier 2019, cette affaire-là. Après, il y a eu tout un tas d'échanges avec les organisations syndicales au sein de groupes de travail. Il y a eu 3 groupes de travail qui ont été nommés. Finalement, qui ont rendu le rapport à l'automne 2019. Et la ministre derrière a dit, ok, les rapports sont là, mais je ne vais pas forcément tout prendre, donc on va recommencer à discuter. Donc elle a recommencé à discuter avec tout le monde, c'est-à-dire les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour faire un petit résumé de ce qui se passait, donc ça fait un petit moment qu'on nous parle de cette LPPR. Et puis, in fine, on nous en a parlé de manière orale pendant très longtemps, et l'écrit lui-même est arrivé très tard. Et là-dessus est arrivé le confinement, l'été, etc. Et on se retrouve en urgence avec un écrit qui passe à l'Assemblée. En fait, on nous explique que ça fait longtemps qu'on en parle, certes, mais en tout cas pour ce qui est des articles, on n'en a pas connaissance depuis très longtemps. Par contre, les grands principes, il y a longtemps qu'on les dénonce. Lorsqu'on nous a demandé qu'est-ce qu'on pensait pour une loi de programmation pluriannuelle de la recherche, eh bien, on a donné un certain nombre d'éléments et, in fine, c'est tout le contraire de ce qu'on a demandé qui se met en œuvre. Enfin, franchement, c'est pas une caricature, hein, c'est une réalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait à peu près les mêmes constats que nous. Sur les constats, on arrive à s'entendre, mais sur les solutions, pas du tout. C'est terrible, parce que même hier après-midi, là, on était avec un député de En Marche, pareil, sur les constats, c'est un professeur d'université, sur les constats, il était assez d'accord avec nous. On était auditionnés en même temps que la FSU, mais alors par contre, sur les solutions, ils prennent tout ce qui existait et ils l'exacerbent. Donc, si je fais simple sur les choses de manière qui sont vraiment pour nous des casus belli, hein, c'est mettre tous les budgets sur la recherche sur projet via l'ANR. C'est pas possible. On demande du récurrent, ils veulent pas en mettre. Au mieux, ils mettront du préciput, 30% de préciput sur soit les labos, soit les établissements qui ont réussi les appels à projets. Mais du coup, on continue à arroser là où c'est arrosé. Et du coup, de toute façon, l'argent n'arrive que par fléchage.
C'est idéologique chez eux. Il faut flécher l'argent. Parce qu'il faut le donner aux excellents, à des cibles bien précises, telles que l'innovation, comme on l'a sur tout le texte, mais surtout pas pour l'avancée des connaissances. L'avancée du front des connaissances, c'est pas pour eux, c'est pas l'objet. Le problème, j'insiste là-dessus parce que quand on pointe là-dessus et qu'on voit tout à travers les appels à projets et les financements via les appels à projets, dérivent toutes les perversités qu'ils mettent derrière. J'en citerai quelques-unes. Le CDI de mission. Pourquoi on a un CDI de mission scientifique? Parce que le CDI de mission scientifique, eh bien, il va répondre à des recrutements suite à des appels à projets fructueux. C'est ça derrière. On va avoir les tenure track dans le cadre de l'excellence prônée et demandée. Et on génère et on entretient toute la précarité. Donc, nous avons des doctorants avec nous. Donc, on a demandé des postes de titulaires. C'est un gros mot, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Ça sera la titularisation de tenure track. Donc, en fait, la tenure track, c'est un stagiaire pendant 3 à 6 ans de la fonction publique avant d'être titularisé, si je caricature la chose, mais c'est un peu ça. Alors, on lui demande de faire ses preuves en tant que stagiaire pendant 3 à 6 ans. Et les postes de titulaires, ils ne veulent pas en créer. Et ils disent dans leur texte, on maintiendra l'existant. Or, l'existant, ils savent pertinemment qu'il n'est pas correct, il est insuffisant. Donc, ils veulent mettre de l'argent, ils ne veulent pas mettre de postes de titulaires. Donc, in fine, qui va faire ce travail avec cet argent qui va être récupéré? Eh bien, ça sera encore les précaires. Il n'y a pas d'alternative puisqu'on ne rajoute pas des titulaires. Donc, on va effectivement augmenter les personnels via les CDI de mission scientifique, mais sûrement pas via des personnels qui ont vocation à être recrutés de manière pérenne et à pouvoir exercer leurs compétences et leurs qualifications tout au long de leur vie. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voudrais quand même citer un exemple juste là-dessus. Après, je laisserai parce que je ne veux pas monopoliser, mais je peux parler 1 heure, donc c'est pour ça que je me maîtrise un peu. Donc, il n'y a aucune boîte privée, aucun patron privé n'est dans cette logique-là. Il faut quand même que ce soit le gouvernement qui soit. Je m'explique, dans cette logique-là. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Nous sommes en crise sanitaire. Il y a eu du chômage partiel, etc. Il y a quelque temps, aux informations, il y avait le gérant d'un des grands hôtels parisiens, le Crillon ou je ne sais pas quoi, qui disait de toute façon, moi, mon personnel, même si mon établissement est fermé, j'ai vu avec mes actionnaires, je vais tous les garder parce qu'ils sont très qualifiés et je ne veux pas les perdre. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la recherche? Des personnels très qualifiés, au bout de 10 ans, 12 ans, on leur dit, c'est bon, vous avez fini le travail, passez donc à autre chose. Donc, même un système capitaliste ne propose pas ça, quoi. Donc voilà, c'est un exemple. En fait, c'est de l'idéologie, c'est de la pure idéologie, parce que l'argent, ils vont le mettre, mais ils ne veulent pas le mettre pour des postes de fonctionnaires, ils ne veulent pas le mettre pour le front de l'avancée des connaissances, ils ne veulent pas le mettre pour du récurrent, parce qu'ils sont dans un modèle idéologique. Et voilà. Pour une introduction de pourquoi on est très fâché, et les tenure track, on est très fâché parce que c'est une remise en cause du statut et du recrutement de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Après, je pourrais aller dans du détail sur d'autres choses, mais je vais peut-être un petit peu laisser parler les autres collègues. Merci à vous. Madame Gauthier? C'est moi qui vais prendre la parole dans un premier temps et je laisserai la parole à Kim dans 3 minutes. Très bien, je vous en prie, allez-y, monsieur Louis. Alors, tout d'abord, encore merci au nom de la CJC de nous entendre aujourd'hui. Cette audition, elle est importante pour nous, d'une part, car plusieurs articles de la LPPR concernent directement les jeunes chercheurs, d'autre part, car la concertation avec le ministère a été jusqu'alors d'une piètre qualité. La CJC se réjouit donc de cette occasion qui nous est donnée pour faire valoir notre position vis-à-vis du projet de loi et d'aborder les enjeux liés aux jeunes chercheurs. Donc, je vais d'abord parler des questions budgétaires proprement dites de la LPPR et ensuite, je laisserai la parole à Kim qui reviendra sur les chaires de professeurs juniors, sur le contrat doctoral en entreprise, sur le contrat de postdoc et les CDI de mission scientifique, avant de terminer avec l'article 7 de la LPPR qui porte sur l'accueil des jeunes chercheurs étrangers en France. Alors, sur les questions budgétaires tout d'abord, du point de vue de la CJC, l'enjeu d'une LPPR réussie consiste à donner les moyens aux 73 500 doctorantes et doctorants en France d'être financés pour leur recherche.
Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque moins de 3 doctorants sur 4 bénéficient d'un financement dédié à la réalisation de leur thèse, et cette proportion tombe à 1/3 seulement pour les doctorants inscrits dans les disciplines relevant des lettres, sciences humaines et sociales. En 2017-2018, pour donner un chiffre, sur les 16 000 et quelques nouveaux et nouvelles doctorants inscrits en thèse, seuls 11 000 étaient financés pour leur recherche. Cette proportion de financés, les financements sont à 1/3 via un contrat doctoral du ministère, 10% via une CIFRE, 10% via un organisme de recherche comme le CNRS et le reste par des collectivités territoriales, entre autres. Donc, au total, c'est 5 000 contrats qui manquent chaque année pour que tout doctorant démarrant un doctorat soit financé. C'est-à-dire, au total, 15 000 contrats doctoraux qui manquent, puisque chaque contrat dure 3 ans. Il faut quand même rappeler que ce sous-financement du doctorat, il provoque des effets délétères pour les doctorants non financés. Précarité matérielle, affaiblissement du caractère professionnel du doctorat, allongement de la durée des thèses, baisse d'attractivité du doctorat. Et il nous faut insister sur ce dernier point. Le nombre de doctorants en France, il diminue continuellement depuis 2009, avec une baisse de l'ordre de 10% du nombre de doctorants. Alors, que propose la LPPR pour remédier à cette situation quand même très préoccupante ? Selon le rapport annexé au projet, la LPPR prévoit une hausse de 20% des contrats financés par le ministère, ainsi qu'un doublement du nombre de contrats CIFRE. Ça ne représente que 5 000 à 6 000 contrats supplémentaires sur les 15 000 qui sont nécessaires. Par conséquent, pour la CJC, le projet de LPPR, il ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Il faut 15 000 contrats supplémentaires au cours de la période de programmation, dont 6 000 d'ici 2022 si la LPPR veut être crédible. Malheureusement, on est pour l'instant très peu confiant sur la volonté du gouvernement de s'engager dans une telle voie. Un exemple récent, le ministère avait promis des financements pour prolonger les contrats doctoraux affectés par l'état d'urgence sanitaire. Eh bien, on attend toujours l'argent. Enfin, la volonté affichée dans le rapport annexé de revaloriser de 30% la rémunération des doctorants contractuels est une bonne chose de notre point de vue. Mais la CJC sera attentive sur 2 points. À notre sens, cette revalorisation doit intervenir avant la fin de la législature actuelle et doit concerner tous les doctorants, et pas seulement les nouveaux entrants. Mais à nouveau, on n'est pas très confiant puisque le ministère a publié lundi un avant-projet d'accord sur les rémunérations et les carrières. Il ne contient pas une ligne sur les doctorants. Je vais laisser la parole à Kim désormais, qui va vous parler des nouveaux statuts créés par la LPPR pour les jeunes chercheurs. Madame Gauthier, je vous en prie. Merci Julien. Donc, par rapport aux articles donc, qui concernent les statuts des jeunes chercheurs, donc l'article 3, 4, 5, 6 et ensuite le 7 par rapport aux doctorants et jeunes chercheurs étrangers. Donc, par rapport à l'article 3 qui prévoit de créer des chaires de professeurs juniors, le prétexte est de redonner de l'attractivité aux emplois et aux carrières scientifiques. Sauf que la CJC est extrêmement dubitative par rapport à ce motif et à ce prétexte, puisque les métiers de l'enseignement et de la recherche sont déjà extrêmement attractifs et compétitifs selon notre avis déjà. Puisqu'il y a quelques chiffres qu'on voulait vous présenter. En 2018, le taux de succès au concours de MCF était de 13,8%, toutes sections de CNU confondues. Et donc Conseil national des universités, avec 9 034 candidats pour 1 254 postes, alors que le taux de succès au concours de chargé de recherche était inférieur à 5%, toutes sections confondues également, avec 3 702 candidats pour 183 lauréats. Donc il y a assez d'attractivité, il y a assez de compétitivité. Pour nous, il n'y a pas besoin de créer d'autres statuts. Ce que veulent les jeunes chercheurs, ce n'est donc pas des chaires de professeurs juniors, postes d'excellence, selon nous, réservés à une petite minorité qui serait triée sur le volet, mais une augmentation massive du nombre de recrutements permanents. Donc, on rejoint tout à l'heure notre collègue de la CGT, bénéficiant à une majorité cette fois-ci. Et la LPPR ne prévoit rien en ce sens. Et la CJC déplore vraiment ça, et depuis des mois et des mois. Par rapport à l'article 4 de la LPPR, qui prévoit la création d'un contrat doctoral de droit privé,
Sur le principe, la CJC voulait entendre cette proposition-là. Donc, on a vraiment épluché la proposition, l'article. Et le nouveau contrat n'offre aucune protection aux jeunes chercheurs. Pas de rémunération minimale, pas de durée minimale, pas de répartition précise du temps de travail du doctorant ou de la doctorante entre les tâches demandées par l'entreprise et la réalisation du doctorat en tant que tel, de la thèse. Ce qui est ça, un recul dans ce qu'on veut protéger depuis des années. Il n'y a pas non plus de contrôle du bon déroulement du doctorat par un tiers neutre sur le modèle de la NRT, donc la NRT qui est l'Association nationale de la recherche et de la technologie, dans le cas des chiffres par exemple. À ce titre, la CJC s'inquiète énormément que ces conditions soient décidées a posteriori par des décrets, et cela revient à créer par la loi un nouveau type de contrat doctoral sans que ces modalités concrètes de formation ne soient connues. Donc, je vous invite vraiment à faire attention, à réfléchir, parce qu'on va voter quelque chose, ou en tout cas, il va y avoir un vote sur des éléments qui ne sont pas du tout connus et qui sont ensuite proposés au Conseil d'État par décret, mais a posteriori. Donc, vraiment, il faut faire attention par rapport à ça, ou en tout cas en avoir conscience. Par rapport à ces conditions, le nouveau contrat doctoral de droit privé représente donc une régression par rapport au doctorat réalisé dans le cadre d'une CIFRE. En résumé, la CJC n'est pas opposée à une augmentation du nombre de doctorats réalisés en entreprise, mais ne souhaite pas d'un nouveau contrat doctoral au rabais et sans garde-fou scientifique. Il faut impérativement réintroduire les protections offertes par la CIFRE dans cet article 4 du projet de loi. C'est ce que la CJC défend. La problématique est similaire pour l'article 5, donc on avance, de la LPPR, qui prévoit de créer un véritable contrat postdoctoral dans le public et le parapublic. Donc sur le principe, cette création représente une avancée pour la CJC. Et la CJC se félicite de ça. Donc c'est quelque chose d'assez positif, puisque le statut de postdoc ou chercheur contractuel, c'est un synonyme, on va dire, que pour la CJC, n'existait pas formellement jusqu'alors. Donc en pratique, ce statut a tout d'un contrat précaire, mais il ne prévoit en effet, comme l'article 4, pas de durée minimale, pas de rémunération minimale, ni même aucune grille salariale ajustée à l'expérience et aux compétences des docteurs post-doc. La réflexion sur la mise en place des décrets est exactement le même que pour le précédent article. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur ce point-là. Pour la CJC, le contrat postdoctoral devrait être conclu pour une durée minimale de 2 ans, avec une rémunération à minima équivalente à 2 SMIC, ce qui correspond à l'engagement public de Madame la ministre Frédérique Vidal, qu'aucun jeune chercheur ne soit plus recruté en dessous de ce niveau de salaire. Donc, la CJC, évidemment, considère ces piètres conditions comme par rapport à ces conditions de travail qui sont vraiment inadmissibles, offertes par ces nouveaux statuts, et se retrouve également dans les CDI de mission scientifique, donc, qui sont rapportés dans l'article 6 de la LPPR. Et ce nouveau contrat est dépourvu de toute protection. Il ne comprend à nouveau ni rémunération minimale, ni prime de précarité, ni par définition non plus de durée minimale. La CJC s'oppose à la création de ce nouveau contrat. Le CDI de mission scientifique est la promesse pour les jeunes chercheurs et chercheuses de rester dans une précarité à durée indéterminée entre l'obtention du titre de docteur et un potentiel recrutement permanent qui, rappelons-le, intervient aujourd'hui à 34 ans en moyenne. On la connaît et actuellement, la LPPR ne va rien faire pour la diminuer. La LPPR doit être aussi analysée selon ce qu'elle ne dit pas. Il y a un oubli important qui concerne, à notre sens, les enseignants vacataires, qui sont pour beaucoup des jeunes chercheurs et chercheuses inscrits et inscrites en doctorat ou qui sont des docteurs sans poste. Il ne s'agit pas d'un détail. Vraiment, j'attire votre attention ici. L'enseignement supérieur compte aujourd'hui 130 000 vacataires pour seulement 60 000 enseignants-chercheurs titulaires. Si la LPPR concerne en premier lieu les chercheurs et non les enseignants, de nombreux docteurs, doctorantes exercent comme vacataires pour financer leurs recherches, en l'absence d'un financement dédié pour leurs travaux et d'un poste permanent. La question des enseignants vacataires est donc également une question qui concerne les chercheurs et en particulier les jeunes chercheurs non titulaires. Pour donner un exemple concret de l'importance des vacataires, il suffit par exemple de se pencher sur le bilan social de l'Université de Montpellier, dont la rapporteuse générale de la LPPR, Danielle Hérin, qui fut la présidente. Ainsi, pour l'année 2018-2019, les enseignants vacataires ont réalisé 124 306 heures d'enseignement équivalent TD,
ce qui représente 657 services de maîtres de conférences et maîtresses de conférences. Or, ces enseignements vacataires exercent dans des conditions de travail inadmissibles, qu'on se le dise, avec salaire inférieur au SMIC, paiement à la tâche tous les 6 mois, absence de règles de recrutement et de renouvellement, absence de droits sociaux. Pour faire la lumière sur ces conditions de travail désastreuses, votre collègue, Sabine Rubin, avait proposé la création d'une commission d'enquête à ce sujet en 2019 et cette proposition, qui demeure actuellement et malheureusement encore lettre morte. Donc pour la CJC, la LPPR doit mettre fin à cette situation qui est intolérable en abolissant le statut de vacataire pour les doctorants et doctorantes pour le remplacer par des contrats de recherche et d'enseignement et pour les docteurs par des recrutements permanents. Quelques mots pour finir par l'article 7 et la création des séjours de recherche. Pour rappel, 42% des doctorants et doctorantes inscrits sont étrangers en France, soit environ 30 000 doctorants et doctorantes. Leur accueil est donc aujourd'hui un enjeu de la plus haute importance et la CJC aimerait que la LPPR soit l'occasion d'améliorer leurs conditions de vie et de travail pour les doctorants et doctorantes qui résident en France, étrangers, ou qui préparent un doctorat français. Sauf que là, actuellement, on n'a pas vu d'analyse spécialement, ou en tout cas, si vous en avez, on aimerait bien en avoir, de l'article 7. Et si la CJC n'en parle pas, il n'y en aura pas spécialement d'analyse et il n'y aura pas de points là-dessus. Donc, on souhaite insister sur 2 points. Ça va aller très vite. Premièrement, l'article 7 légalise les bourses distribuées par le ministère des Affaires étrangères aux doctorants étrangers. Ces bourses sont contraires à la professionnalisation du doctorat et affaiblissent la protection sociale des doctorants et doctorantes étrangers et étrangères. Pour la CJC, aucune institution française ne devrait pouvoir distribuer de bourses. Il faut des contrats de travail. Deuxièmement, tout travail mérite salaire. Nous ne comprenons donc pas que les doctorants et doctorantes accueillis en France dans le cadre d'une convention de séjour prévue dans l'article 7 puissent être rémunérés via des compléments de financement sans contrat de travail. Ces doctorants et doctorantes étrangers et étrangères pourraient travailler 3, voire 5 ans en France sans qu'aucun de leurs revenus ne soit des salaires. Ce qui est juste, évidemment, pas acceptable. On va juste s'arrêter là, on va faire une conclusion de quelques phrases. Et vraiment, merci à nouveau pour l'invitation et pour ce temps d'écoute. Merci. Merci à vous. Monsieur Martin. Merci, bonjour à toutes et tous. Je voulais parler plus précisément, pour compléter ce qu'a dit Josiane, de l'opposition que reçoit la LPPR depuis le début. Et pour vous dire que ça passe très mal globalement dans la communauté universitaire. On a réussi avec l'intersyndicale CGT, FSU, FO, Sud, le comité de mobilisation, des organisations étudiantes très larges, à avoir une mobilisation jusqu'au 5 mars, qui a été un peu le point d'orgue de notre mobilisation, avec une manifestation à plusieurs milliers dans Paris, une assemblée générale de délégués qui s'est mise en place le vendredi et le samedi, avec un amphi à Nanterre qui était bien plein, on devait être 400 ou 500 sur place. Donc, et ça reflète à la fois la mobilisation sur la question des retraites et la mobilisation sur la question de la LPPR, les deux s'articulant l'une l'autre et faisant part d'une vraie grogne profonde dans la communauté. Au lendemain, donc ça s'est arrêté du jour au lendemain à cause de la crise du coronavirus et du confinement. On a, quand c'est reparti, quand on a découvert les textes, donc Josiane l'a dit, les premiers textes qu'on a pu obtenir, c'est mi-juin. C'est le 7 ou 8 juin de mémoire. Donc, on n'a eu aucun texte écrit juste à ce moment-là. On avait juste des discussions orales avec le ministère. Et donc, quand on a découvert ce texte-là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune ligne bougée par rapport à ce qui avait été annoncé en janvier, février, mars. Et ce qui inquiétait les personnels très fortement était dedans. Et en particulier, le fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais le fait que les appels à projets ont contribué à ralentir la recherche sur la question médicale et en particulier sur la question des virus, ça a été, c'est honteux, quoi. C'est-à-dire qu'on a perdu sans doute environ 10 ans de recherche sur la question des virus, dont le coronavirus, parce que les appels à projets ont arrêté les financements des équipes qui voulaient s'en occuper. Et donc là, on voit concrètement où ça mène cette politique d'appel à projets.
Et le projet qui nous est sorti n'a changé en rien. Donc, c'est complètement inacceptable pour nous. On a mis en place, donc, dans des conditions très difficiles, des mobilisations, des manifestations, des rassemblements symboliques, qu'on pensait symboliques au départ, mais qui ne sont pas si symboliques que ça, devant chaque instance. Et ce qui fait que la pression a pu être maintenue. Et vous savez que toutes les instances, donc, et c'est notamment le 12 juin de mémoire, où il y a eu le premier rassemblement, dont on était 400 devant la Sorbonne, ce qui était, on ne s'y attendait pas du tout. D'accord ? Donc la grogne est toujours là, et la colère des collègues est vraiment présente. Ça se traduit par le fait que dans les instances, il y a eu un rejet très important. La seule instance que le ministère a réussi à avoir un vote positif à quelques voix près, c'est le CNESER, après 20 heures d'audition, et dans des conditions ubuesques où le vote a eu lieu avec la moitié des membres présents partis, parce qu'il a eu lieu vers 6 heures du matin, hein, après une journée et une nuit d'audition. Donc, et la ministre allant négocier avec certains syndicats en cours de séance pour essayer d'obtenir un bout de signature. Bon, je passe. Après, au CT ministériel, ça a été un vote contre. Au CT universitaire, c'est pareil. Il y a eu le vote très important du CESE, le Comité social et environnemental, où un avis qui a été porté par la CGT a été voté à la quasi-unanimité. Je crois que c'est de mémoire, c'est de l'ordre de 80 pour et 7 abstentions. Donc, il y a une vraie opposition. La vraie opposition universitaire se traduit par une réelle, par une opposition dans les instances. Alors, nous pensons que l'affaire n'est pas jouée et qu'on va continuer à reprendre les choses parce que, étant donné que la rentrée universitaire, c'est une condition terrible, on a de plus en plus d'étudiants sans moyens supplémentaires. Les rectorats nous poussent à ouvrir des formations, à accueillir de plus en plus d'étudiants chaque année après année. Et on ne sait pas comment faire. Il manque des locaux, il nous manque des postes en temps normal. Et aujourd'hui, c'est encore pire, évidemment, avec les conditions d'entrée actuelles. Donc, ce dont on a besoin, nous, c'est un plan d'urgence tout de suite. Là, on estime qu'il faudrait entre 50 et 100 000 personnels titulaires tout de suite. On estime à 110 000 personnels titulaires qu'il faudrait tout de suite. Et l'équivalent d'une ou deux universités en plus, réparties sur la France, évidemment, qu'il faudrait mettre en place maintenant. Donc, on en est loin. Ce qu'on dénonce, donc voilà pour le cadre un peu des collègues et de ce qui se passe. Donc la LPPR est vraiment importante parce que tout ce qui a été dit sur la précarité qui va être augmentée, je ne répète pas. On pense que, j'essaie de trouver mes notes, hein, on pense qu'il y a de l'argent, en plus, quand on voit qu'il y a 100 milliards qui vont être sortis pour le plan de relance, avec quasiment 20 milliards qui sont donnés sans contrepartie au patronat, quasiment immédiatement, alors que nous, il faut attendre, si on les croit, au moins 10 ans pour avoir des augmentations de postes, on en est très loin. Donc, voilà. On est aussi très dubitatif sur la longueur des augmentations. Non seulement la cible, comme le disait Madame Tac, Josiane, mais aussi la durée. C'est-à-dire que là, ils engagent non seulement ce gouvernement-ci, mais deux gouvernements successifs à faire des augmentations importantes sans qu'on ait aucune garantie de ça. Et par ailleurs, les quelques points qui pourraient éventuellement être discutables dans la partie protocole qui veulent nous imposer au niveau carrière et rémunération, les quelques points dont on pourrait discuter sérieusement, ils sont assortis systématiquement de précarisation de la rémunération, c'est-à-dire qu'ils mettent des primes du type PRIFCEP, qui sont des primes au mérite, et pour les personnels qui ne le subissent pas encore, et donc aussi limitation, disons que le type de recrutement pour les promotions serait objectivement et nécessairement, vu que comme il casse le cadre de fonction publique derrière avec la loi de transformation de fonction publique, il n'y a plus de CAP, il n'y a plus de CPE. Ça veut dire que les recrutements se font par les présidents d'université, les primes seront données par les présidents d'université, avec un manque de transparence et forcément un ciblage qui est loin de ce qu'on demande. Nous, on demande des augmentations pour tout le monde tout de suite. On a besoin d'argent pour ça. Donc, je finis sur ce cadre un peu général. Je vais dire un petit mot sur les différents articles. Alors, ce qui est le point principal pour nous, hein, c'est vraiment ce qui est dit à la page 70 du projet de loi
c'est l'article, enfin c'est l'alinéa 136 là. C'est on maintient le niveau de recrutement dans les corps de fonctionnaires de l'enseignement supérieur à la recherche. Tout est là pour nous. C'est-à-dire que derrière, après, il montre un plan sur 10 ans, pareil, on peut le croire ou pas, mais un plan sur 10 ans d'augmentation du nombre de postes globalement. Mais on maintient le nombre de recrutement qui est largement suffisant de fonctionnaires. Ça veut dire que, en creux, ce que ça veut dire, c'est qu'on accroît la précarité pour 10 ans dans notre secteur, la précarité qui est déjà de l'ordre de 35 à 40%, hein, officiellement. Le ministère, enfin, ce que dit, en dehors de la question des vacataires qui est primordiale, on parle uniquement des personnels contractuels. Dans notre secteur, il y a 37% de mémoire de contractuels dans le supérieur. Donc, ils veulent accroître ça encore plus, ce qui est déjà insoutenable. Bon, donc, ce que je veux dire sur… on a écrit beaucoup, hein, on a fait des petites analyses, on a fait des choses à chaque fois dans les différentes instances, on peut vous les transmettre. Donc, la première chose, par rapport au contrat doctoral, on a une petite privée et postdoctoral privé, on a une petite nuance par rapport à ce qui a été dit par la CJC tout à l'heure, dans le sens où, pour nous, la normalité n'est pas de faire 3 à 6 ans de postdoc après la thèse. On continue à revendiquer que le recrutement se fasse sous statut, donc maître de conférence et chargé de recherche, au plus près après la thèse. Et donc, le fait d'avoir des 3 à 6 ans de précarité après la thèse, pour nous, ce n'est pas acceptable. Alors, dans le public, ça existe déjà largement sous des formes diverses et variées, on peut en discuter. Mais en tout cas, ce qu'on dit par rapport au privé, c'est déjà, le contrat de travail de droit privé a été la cible de très violente ces 10 dernières années. Et le Code du travail a été largement attaqué. Le principe du CDI comme contrat normal est largement attaqué et mité, on peut dire. Mais là, affirmer un contrat de 3 ans dans le droit privé, ce n'est pas acceptable pour nous. Que ce soit pour le doctorat, le TTF chiffre très particulier, l'étendre au droit privé, c'est vraiment très compliqué. Et en postdoc, pour nous, ce n'est pas acceptable. D'accord ? Ce qu'ils ont dit par ailleurs sur la question des rémunérations minimales, sur la question du droit du travail général est tout à fait légitime, mais la normalité pour nous, c'est recrutement au plus près d'après la thèse. Donc on préfère avoir on préfère des recrutements tout de suite. Et dernier élément, oui, c'est une question envers vous, quoi. Et là, on vous fait nos éléments d'analyse et on essaye d'être assez clair. Mais est-ce qu'on a besoin de vous convaincre qu'il faut lutter fortement contre les PPR, ou est-ce qu'on est déjà dans un cadre assez bienveillant, ce qu'on espère, et on essaie de vous donner des arguments pour alimenter la lutte qu'on mène, nous, sur le terrain, au sein du Parlement? Je vais répondre à votre question et je pense que ma réponse peut engager Michel et Sabine, mes 2 collègues. Donc, nous, on est opposés à ce projet de LPPR, en partie pour les mêmes raisons que vous, à savoir la précarité encore plus grande qu'elle va engendrer, l'ouverture au privé et le coup porté très dur à la recherche fondamentale et également aux sciences humaines. Voilà, donc on est, je pense, raccord. Et sur cette notion aussi, mais je voulais vous poser la question de concurrence exacerbée et d'excellence, donc on va peut-être partir sur ça. Mais avant, je voudrais vous demander votre avis sur le CIR, qui là est présent dans le projet de loi, dans le programme 172, que pour nous, il faudrait abolir. Moi, je veux bien prendre la parole. Allez-y, je vous en prie. Ça fait des années qu'on essaie de lutter contre le CIR et de décrire tous ses méfaits. Des années que c'est quelque chose qui détourne les budgets de la recherche vers des intérêts privés. C'est une niche fiscale, c'est rien d'autre. Donc, à partir du moment où on a dit que c'était une niche fiscale, c'est pas de la recherche. On sait, il y a eu des enquêtes, il y a eu j'arrive plus à me souvenir du nom, je crois que c'est Gontier-Morin qui au Sénat a fait tout un rapport sur ça et qui finalement a été bloqué parce que les intérêts en jeu derrière sont trop forts. Donc, bien sûr que oui. De toute façon, tout ça, c'est ce que je disais en introduction, c'est-à-dire ils ne changent rien de ce qu'ils avaient mis en place, ils ne font que l'accélérer. On est là-dessus, quoi. Moi, je voudrais peut-être revenir sur quelques articles parce que j'avais fait une présentation générale et puis décrire quelques articles. Par exemple, l'article 9, c'est un article assez significatif. Je pense qu'il faut vraiment le combattre de manière très forte. C'est l'article qui explique que on supprime toute limite d'âge
pour ces Tout à messieurs, fait. généralement ce sont des messieurs, hein, En général, oui. voilà, des messieurs âgés qui pensent qu'ils sont indispensables et qui ont obtenu, en faisant du lobbying, satisfaction auprès de la ministre, parce qu'il s'agit bien de ça, pour en fait suppression totale de De limite l'âge limite. l'âge limite de départ à la retraite si ils ont décroché un contrat, un projet européen. Mais c'est complètement hallucinant, quoi. Et je me souviens de la ministre, on l'avait rencontrée à ce moment-là, elle revenait de Chine, c'était je sais pas quand, il y a longtemps, et il y avait un de ces messieurs-là qu'elle avait rencontré en Chine, qui avait dit, vous comprenez, moi j'étais obligée de m'exiler parce qu'en France, j'avais un projet européen et je pouvais pas le continuer. Donc, j'ai dû tout abandonner, puis les Chinois, ils me veulent bien, je vais continuer mon travail en Chine. Donc, elle avait trouvé ça pas normal. Et du coup, c'est passé. Ils avaient mis une borne, je crois, à 72, 74 ans, je sais plus. Et maintenant, c'est nos limites, quoi. Mais C'est ça. ce texte-là, c'est nos limites, en fait. C'est-à-dire, en gros, on pourrait dire, passer les bornes, il n'y a plus de limites. Et ça, c'est l'exemple même. C'est l'exemple même, quand même, d'attaque frontale envers le droit du travail, quand même. Se permettre de dire qu'il n'y a pas de limite d'âge pour partir à la retraite, je sais pas, il va falloir qu'on l'attaque quand ça sera. Il faut l'attaquer, ça c'est pas. Bon bref, j'espère bien que les députés arriveront à faire sauter ça, parce que c'est vraiment parmi les choses inadmissibles. Il y a aussi au niveau de l'article 13 Oui, du titre 3, j'allais vous en parler. Des voilà, passerelles qui se multiplient entre la recherche publique et les entreprises. Voilà, allez-y. voilà. Donc la loi Allègre ne leur suffit pas, donc pareil, toujours pareil, on en met une couche Mais du supplémentaire. coup, Donc je voudrais bien l'avis des autres après aussi sur ces deux points. Je vous en prie, allez-y. on en rajoute une couche supplémentaire et on fait de plus en plus de passerelles pour que les chercheurs et enseignants-chercheurs et ingénieurs, d'ailleurs titulaires, puissent mettre leur talent à profit de sociétés privées qu'ils peuvent créer eux-mêmes ou être partenaires, ou etc. Enfin, tout est possible, quoi. Ils ont leur rémunération de fonctionnaires. Là-dessus, ils rajoutent des. Enfin, c'est pareil, c'est nos limites, quoi. Donc là-dessus, on a fait toute une explication. On vous enverra, on est en train Avec de les plaisir. travailler, des explications de suppression d'articles. On ne va pas l'envoyer qu'à la France Insoumise, on va l'envoyer à d'autres aussi, mais chacun reprendra ce qu'il veut prendre. Et sur l'aspect intégrité, on a un peu développé la question. Et donc, quand on voit à l'heure actuelle les difficultés que l'on a en termes de fraude scientifique, de sincérité des résultats dans la recherche, quand on voit, pour ne citer que ce que les ont pu voir le commun, enfin, je veux dire, les gens qui ne sont pas au fait à travers justement la crise qu'on a vécue, les conflits d'intérêts avec Raoult et consorts, quand on voit on a vu comment ils se battaient entre eux, ces messieurs qui étaient dans le conseil scientifique, et qu'on s'est aperçu qu'en regardant leur CV, ils ont des appointances avec tel ou tel laboratoire privé, ça va être ça multiplié par 1000. Ou 100 000, j'en sais rien, c'est ça, puissance 10, ce que vous voulez, quoi. Mais on lâche tout, quoi. Alors que dans le même temps, la fonction publique a travaillé à une loi de déontologie pour les fonctionnaires, dans le même temps, ils font ça. Donc, et voilà, et on comprend mieux pourquoi ils veulent nous sortir du statut de fonctionnaire avec des CDI de mission, parce qu'on les en quelque part, mais complètement, parce qu'on est là pour, parce que le statut de fonctionnaire, c'est pas parce qu'on est fonctionnaire à vie avec paye à vie, mais c'est parce qu'on est censé avoir ce statut-là, est censé être protecteur pour nous permettre d'être libre, critique, et dans la recherche, il n'y a rien de tel que de ne pas être soumis à tel ou tel intérêt économique. Donc, pour le SNTR-CGT, je vais parler, oui, pour qu'il y ait des passerelles publiques, privées, bien sûr, on n'a jamais été contre. Il faut qu'à un moment donné, la recherche, elle puisse avoir des aboutissements dans le secteur privé. Mais ce qui s'est passé, c'est que plus d'une dizaine d'années, la recherche privée a arrêté sa R&D, parce qu'ils prennent du crédit d'impôt recherche, mais par contre, c'est pas du tout pour faire de la recherche, c'est pour servir leurs actionnaires. Donc ils prennent, au lieu de ce crédit d'impôt recherche, au lieu de développer la R&D, ils ont donné la R&D à faire à la recherche publique. Donc à partir de là,
À partir de là, eh ben, ça suffit pas. Maintenant, il faut en faire encore plus et toujours plus. Et d'ailleurs, vous avez vu le MEDEF qui dit cette loi, elle va pas assez loin, etc. Donc nous, on a la même revendication que le MEDEF, mais je vais développer. C'est-à-dire, je vais développer parce que si on développe pas, on peut penser qu'on a la même. Oui. Non. Je parle de manière budgétaire. On veut que dans les 4 ans, il y ait 10 milliards de mis. Le MEDEF aussi, il veut que très rapidement, on mette beaucoup de milliards et qu'on n'attende pas 10 ans pour mettre l'argent. Sauf que nous, on veut de l'argent pour créer des postes de titulaires, pour des budgets récurrents. Et le MEDEF, il veut pour que les processus de je capte l'argent public pour faire du business soient le plus rapide possible. Voilà, c'est ces 2 articles, mais on a pas mal d'articles. Donc, c'est vrai que ça demanderait pas mal de temps, mais on a un certain nombre d'articles sur. On est tout à fait d'accord avec ce que disent les collègues docteurs sur les doctorats de droit privé. Franchement, il y a les bourses CIFRE. Qu'est-ce qu'ils vont faire là, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Bon, j'arrête. L'avis des autres aussi sur l'article 9, donc, qui fait sauter la limite d'âge, et les articles 13 et 14 qui ouvrent des passerelles entre la recherche publique et les entreprises. Allez-y, monsieur Louis. Je vais être très bref parce que bon, toutes ces questions, elles sont importantes et à titre personnel, j'ai plein d'avis sur ces sujets. Mais disons que pour la CJC, ou même pour moi-même, je ne sais déjà pas ce que je ferai l'année prochaine à la fin de mon contrat qui dure 1 an. Donc, je vous avoue que les limites d'âge pour les professeurs émérites, c'est un peu loin pour moi, quoi. Et je pense que c'est un peu loin aussi des préoccupations des 73 500 doctorantes et doctorants en France et des milliers de docteurs sans poste. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais pour les jeunes chercheurs, là, la question, c'est qu'est-ce que je fais l'année prochaine? À quelles conditions de travail? À quelle rémunération? Qu'est-ce que je fais l'année suivante? Et quand est-ce que je serai recruté? C'est le court terme. Il y a une hiérarchie des enjeux, si vous voulez, qui nous importe. Pour nous, la priorité, ce n'est pas l'article 13, ce n'est pas l'article 9, ce n'est pas l'article 14. Encore une fois, tout ça est très important. Mais si on ne se concentre pas un peu directement sur les problématiques qui touchent directement les jeunes chercheurs, personne n'en parle. Les syndicats sont davantage tournés, et c'est normal, vers des personnels titulaires de recherche, les BIATS, les techniciens, les ingénieurs, etc. Chacun représente son corps, c'est bien normal. Mais nous, ce qu'on veut espérer faire entendre aujourd'hui ou dans les autres auditions qu'on a pu avoir, c'est qu'il y a aussi des problématiques qui touchent directement les jeunes chercheurs et il faut s'en préoccuper parce qu'on n'est pas très visible. Mais on peut s'en préoccuper en se préoccupant aussi du reste. Bah, sauf que dans le débat… ça n'apparaît pas, le thème n'apparaît pas vraiment, hein, ce qui est écrasé dans les revendications syndicales ou dans les critiques de l'opposition. Et encore une fois, je les partage sur l'ouverture vers le privé, etc. Tout ça, je suis d'accord à titre personnel, mais n'empêche que il y a d'autres articles et il faut s'en préoccuper, sinon ça va être l'hécatombe. Et l'avenir de la recherche française, c'est aussi les nouveaux entrants qui se forment en doctorat et qui vont devoir faire tourner la boutique quand les gens seront partis en retraite et dans les générations à venir. Donc, c'est aussi une question majeure et d'avenir que de se préoccuper de notre sort, je crois. Je vous remercie. Madame Gauthier, je vous en prie, si vous voulez compléter. Oui, vraiment, juste une dernière phrase, c'était par rapport à l'objectif de la LPPR, plusieurs fois en tout cas, des mots de la ministre et du cabinet, surtout du directeur adjoint anciennement. L'objectif de la LPPR, c'était pour les jeunes chercheurs. En fait, vraiment, c'était leur objectif, c'était pour améliorer le sort et l'avenir des jeunes chercheurs. C'était une loi pour les jeunes chercheurs. C'est leur mot, en fait. Donc, certes, j'ai pas envie de dire que pour les titulaires, ça nous importe. C'est évident, on travaille aussi avec l'ANDES, qui est donc l'Association nationale pour les docteurs, en France, et donc c'est important. On a lu aussi tout la LPPR le plus possible, on a travaillé sur l'ensemble du texte, mais sauf que là, en fait, même nous, on n'est même pas la CJC dans des instances qui peuvent voter. Il faut se rendre compte de vraiment notre statut en tant que doctorant et doctorante fait qu'on est autant étudiant que personnel encore en France, ce qui fait qu'on est vraiment… entre des syndicats et des organismes qui défendent des étudiants et des personnels. Donc, au bout d'un moment, la CJC, oui, qui est le seul porte-parole des doctorants
et puis des jeunes docteurs avec l'ANDES, eh bien, on se concentre aussi en priorité sur vos problématiques. Et à côté, évidemment, les autres. Et si on peut soutenir aussi les autres personnes sur d'autres articles qui sont importants pour nous, oui. Mais là, on priorise sur ça et je pense que honnêtement, c'est légitime parce que déjà, c'est dur de se faire entendre. C'est dur de se faire entendre. Voilà, donc je pense que c'est légitime. Mais tout à fait. Cette LPPR, je le redis, c'était leur mot, était pour les jeunes en fait. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Martin? Alors, ce n'est pas le lieu de savoir quel type de champ on défend. Nous, à la CGT, on syndique aussi les doctorants hein, et qui sont salariés et on veut que tous les doctorants puissent avoir un contrat. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on est raccord, il n'y a pas de souci. Sur l'article 9 et 13-14. On est raccord avec Josiane, il n'y a pas de souci. Elle s'intéresse à FercSup. Je ne pense pas que ce soit les articles les plus fondamentaux du contenu de la loi. Hein. Pour moi, le contenu de la loi, c'est essentiellement 0 poste, l'augmentation du budget de l'ANR et les tenure track qui sont, on le dit, on le répète, je pense que c'est crucial, hein, c'est la fin à terme du recrutement en maître de conf et en CR. C'est la fin de l'échelon en tant que chercheur statutaire ou ancien chercheur statutaire à terme. Avec un recrutement d'un quart, ils ont dû baisser parce que il y avait trop de pression. Pour rappel, au CT ministériel, il y a eu un vote unanime contre cet article de demande. Enfin, non, c'est la motion numéro 2. Là, le CT ministériel demande la suppression de l'article 3 instituant les tenure track, unanimité 14 voix. Donc tous les syndicats sont d'accord pour dire que ce n'est pas la solution. Enfin, ça n'apporte rien. Donc, et nous, on pense qu'à terme, c'est plus de CR, plus de maître de conf, de la même façon qu'ils l'ont fait à Orange, qu'ils sont en train de le faire à la Poste, qu'ils vont le faire à la SNCF. C'est un moyen pour eux de vider les gens sur statut en recrutant des précaires. Donc, on ne peut pas accepter ça. Et c'est pour ça que la LPPR, et c'est le crucial. Après, l'article 13 et 14 sont importants aussi. Ça, le pantouflage et disons, les conflits d'intérêts qui sont sans limite, on peut pas, c'est pas acceptable non plus, quoi. J'ai fini. On se rend compte avec ce projet de loi, effectivement, qu'il y a une idéologie qui, pour le coup, elle mérite d'être claire. Hein. C'est la Startup Nation, voilà, déclinée au niveau du monde de la recherche, avec comme valeur l'excellence, la méritocratie. Alors ça, ce sont leurs mots. En réalité, ça engendre quoi? Ça engendre encore plus de précarité. C'est intéressant votre réflexion sur les mots parce que ça fait 1 ou 2 ans que j'ai la même réflexion et je vois que beaucoup de personnes auditionnées ont la même réflexion. Ils emploient des mots. Alors des fois, on se demande si on donne le même sens aux mots qu'eux. On a vu pendant la crise de la Covid une certaine prise de conscience sur les nationalisations, sur le retour au collectif, sur la recherche fondamentale, la recherche publique, etc., et qui se traduit dans un texte complètement hallucinant, encore pire que le précédent, dans la précarisation, dans la concurrence, dans l'ouverture au privé et qui flingue encore plus la recherche fondamentale. Je ne sais pas, peut-être qu'on ne met pas le même sens sur les mots que ces gens du gouvernement. Et l'avenir de la jeunesse, quand même, hein. Il y a une part derrière, c'est toutes les qualifications qui sont perdues pour tous les gens qui ont envie de faire un peu de science, quoi, au sens large. C'est assez logique aussi avec l'individualisme aussi qui se développe et qu'il préconise et ça amène à des situations assez terribles. Moi, je voudrais votre avis sur la place de la recherche fondamentale et des sciences humaines et ce qu'il faudrait faire si on avait les manettes pour la LPPR pour changer un peu cette vision-là. Il est normal hein, que l'État ou que les parlementaires fixent un peu des axes clés de recherche, mais pas tous. Et on a quand même l'impression que les thématiques ouvertes à la recherche sont de plus en plus étroites. Madame Gauthier. Oui, après je ne sais pas si Julien, tu voulais… Mais tout le monde pourra parler. Non, après, par rapport au SHS, évidemment que je suis personnellement sensibilisée là-dessus puisque c'est mon domaine de recherche et donc je vois beaucoup de personnes
qui n'ont pas de financement, qui doivent travailler à côté, alors que pour moi, le doctorat est un travail à plein temps. Donc, c'est assez particulier comme vision des choses. Et donc, évidemment, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le ministère pour leur proposer un plan vraiment qui soit faisable de fléchage pour les SHS, de contrats, de réinjection par rapport au financement, essayer de travailler avec les universités, les directeurs d'établissement, directrices pour essayer comment dire, oui, enfin, c'est vraiment une histoire de flécher, c'est-à-dire, mais en fait, je crois qu'il y a aussi toujours un problème de sémantique, dans le sens où, par rapport aux sciences, vraiment, hein, et puis c'est une histoire de sémantique où la problématique vient aussi du ministère, où pour ces personnes-là, sciences, eh bien, SHS, c'est pas spécialement des sciences. Donc, c'est-à-dire que la personne peut nous dire, donc soit vous êtes en sciences, soit vous êtes en SHS. Sauf que par principe, SHS, c'est sciences humaines et sociales. Et donc, on est obligé nous-mêmes, en tant que doctorants, de les reprendre. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que c'est Julien, si tu veux préciser, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire pour les SHS. On a vraiment fait un plan qui était précis au niveau du fléchage, que ce soit du budget ou des propositions aussi un petit peu plus qualitatives. Donc, nous, on est toujours ouvert à la discussion et aussi à des projets concrets. Merci. Je peux compléter. Oui, rapidement, merci sur les SHS. Donc déjà un domaine sous-financé pour les doctorants qui me l'a dit, mais je voulais dire aussi que la LPPR, dont l'un des présupposés plus ou moins explicites est de dire l'argent qu'on ne va pas mettre en plus de manière publique sera apporté par des fonds du privé parce que ça va créer l'innovation, blablabla, blablabla. Il ne faut pas se leurrer. Je ne vois pas quelle entreprise privée va venir financer des travaux en lettres classiques, en sociologie de la culture, en art du théâtre, en histoire de la construction de l'État au Moyen-Âge, ou que sais-je. Ce sont des disciplines qui ne sont pas à forte valeur économique ajoutée. Et c'est tant mieux aussi, parce que la production de connaissances n'est pas forcément adossée, enfin, la valeur des connaissances produites n'est pas forcément adossée à ce que ça génère comme fric, en fait. C'est aussi avancer l'humanité, avancer la culture, avancer la connaissance, prévoir à long terme ce qu'on veut pour nos sociétés. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement monétisables, mais qui sont pour autant indispensables. Donc une LPPR qui part du présupposé que les 3% de PIB consacrés à la recherche vont être atteints parce que les entreprises un beau jour vont se réveiller et vont financer des recherches, c'est illusoire pour les SHS et pour les lettres et les sciences de la société en général. Ça ne va pas marcher, donc on est en train de couler, c'est clair et net. Je vous remercie. Monsieur Martin, vous voulez compléter, puis Madame Tac? Oui, je suis à peu près d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour compléter, c'est qu'il y a quand même de la SHS qui est dite utile et qui, elle, trouve du financement. Quand on voit le MIT, enfin non, comment s'appelle le truc à Toulouse, là, MIT, ils appellent ça, ouais, donc l'Institut Toulousain d'économie, eux, ils ont des financements. Voilà, merci. Eux, ils ont des financements et importants. De la même façon que certaines sciences sociales ont du financement. C'est celles qui visent à étudier l'entreprise. Ce n'est pas notre vision de l'entreprise, hein, mais il y a des certain nombre de sciences humaines qui trouvent à financer. Nous, ce qu'on déplore, c'est qu'avec un financement qui est sur appel à projet, avec un verrouillage qui peut être parfois politique très dur, hein, en économie, il y a une guerre ouverte au sein même du CNU entre les orthodoxes et ceux qui essaient d'être non orthodoxes, c'est juste être ouvert de ce point de vue-là. On a une vraie difficulté. Et c'est des questions qui sont des questions politiques fondamentales. Et on ne pense pas qu'une politique d'appel à projet, en ne passant pas par des financements récurrents, on ne pense pas que ça va aider à ouvrir la science et à permettre à chaque discipline, sous-discipline, de vivre. Ça me semble évident que l'exemple que tu as cité par Julien, M. Julien tout à l'heure, ils en trouveront peu à financer. Et donc, pour nous, c'est vraiment les appels à projets vont à l'encontre de la politique de financement des laboratoires et des universités, des financements récurrents. Merci. Madame Tac.
Je n'ai pas grand-chose à rajouter, hein. On est bien d'accord que effectivement le financement par appel à projet va cibler les recherches que l'on va vouloir financer. Alors il peut y en avoir en SHS, hein, il peut y en avoir. Elles sont plus rares. Mais par contre, on voit bien que c'est le parent pauvre à l'heure actuelle parce que la précarité débordante, c'est en SHS, les doctorants pas payés, c'est en SHS, tous les abus de pouvoir qu'on peut rencontrer, on les retrouve en particulier en SHS. Donc c'est effectivement le parent pauvre des sciences à l'heure actuelle. Et puis, donc, j'ai rien de plus à dire. Tout a été dit. Je vous remercie. C'est toujours la logique de la course à la rentabilité immédiate aussi, hein. C'est l'argent avant les gens. Chacun sa vision de la société. Je vais vous laisser un petit mot de conclusion à chacun, si vous voulez. Et puis, on va terminer l'audition dans l'ordre que vous voulez. Moi, je vais bien prendre la parole puisque j'ai le micro ouvert. Allez-y. Voilà. Bon, donc, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vous envoyer des éléments, je pense demain soir ou plus tard, qui compilent nos explications de texte concernant la suppression de certains articles et plus des textes complémentaires de compréhension. La conclusion, c'est que on est dans une bataille idéologique, hein, qui se résume pas au précaré de chacun d'entre nous, mais qui est bien dans un choix de société. Et ça, faire comprendre ça à tout le monde, c'est hyper compliqué. Et malheureusement, il s'agit bien de ça, quoi. Il n'y a qu'à voir les problèmes de déontologie, d'intégrité scientifique, hein, et des répercussions. Il n'y a qu'à voir, comme l'a dit Vincent, les problèmes du coronavirus avec le Monsieur Canard. Donc on est au cœur des problèmes de société et on les aborde très très mal. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Martin? Oui, on va partir de... Je pense qu'il faut qu'on réussisse à avoir abandonné ce projet qui est néfaste. Alors, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, hein. Ça fait 10 ans qu'on subit à l'université des réformes qui bouleversent notre fonctionnement et à la fois l'université et recherche. Donc, les personnels sont épuisés. Que ce soit, il y a des fusions dans tous les sens, il y a des changements de poste dans tous les sens. Il y a un manque de personnel qui est crucial. Donc, pour moi, il faut articuler. Enfin, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire avec le problème, c'est que les personnels ne sont pas tous rentrés et c'est compliqué de les voir. C'est d'articuler les personnels et les étudiants, hein. C'est d'articuler le fait qu'on a une rentrée qu'on pense être terrible, avec des personnels qui sont déjà épuisés et des étudiants qui sont en conditions compliquées. Et en même temps, ce combat pour éviter que l'avenir d'une partie de la jeunesse soit complètement bouché pendant encore des années, quoi. Voilà, donc on va sans doute appeler, il y a une réunion du comité de mobilisation et d'intersyndicale qui a lieu le 7 et le 8 septembre, 8 et 9, je ne sais plus exactement, et on va essayer d'embrancher sur une journée de mobilisation par la suite, et notamment la semaine de la rentrée donc, au Parlement, là, le 21 septembre, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation, avec toutes les difficultés qu'on a avec ces conditions très particulières. Je vous remercie. Monsieur Louis? Je vais laisser la parole à Kim plutôt. Madame Gauthier, je vous en prie. Pardon, j'ai eu un problème de son. Oui, donc pour conclure, merci à nouveau de nous avoir écoutés aujourd'hui. Voilà, on souhaite juste conclure et insister sur 3 conditions qui permettraient à l'LPPR de soutenir vraiment les jeunes chercheurs. La première, c'est que la LPPR doit permettre à chaque doctorant et doctorante d'être financé pour sa recherche à nouveau. Et puis si Madame la ministre a besoin d'aide pour tout ce qui est calcul, essayer de la soutenir pour mieux orienter le choix du nombre de contrats. En tout cas, on l'aidera pour ça, sans que cela passe évidemment par une réduction du nombre de doctorants et doctorantes, mais bien par une augmentation des moyens. Deuxièmement, donc, elle doit offrir aux jeunes chercheurs et chercheuses des statuts qui soient protecteurs et des conditions de travail qui soient décentes. Troisièmement, elle doit prévoir une augmentation du nombre des recrutements permanents pour mettre fin à la précarité qui est, selon nous, intolérable des jeunes chercheurs et chercheuses et aux souffrances qui en résultent dans notre milieu. Et voilà, on les côtoie tous les jours, donc c'est vraiment affreux de vivre ça au quotidien. Et donc, ça a ces 3 conditions seulement pour prétendre être une loi ambitieuse,
ou pour la recherche française, ou en tout cas qu'on pourra éventuellement revoir notre avis dessus, et dans laquelle les jeunes chercheurs et chercheuses pourront occuper une place importante dans le même temps. Donc vraiment, en tout cas, les jeunes chercheurs et chercheuses sont une majorité qui sont silencieuses en France. Et on vous remercie vraiment pour votre attention. Et voilà, en tout cas, on reste disponible pour d'autres échanges ultérieurs, même après les votes qui auront lieu mi-septembre. Et puis voilà, on vous propose vraiment de retourner voir les CP, enfin les communiqués de presse qu'on vous avait envoyés il y a quelques jours. Et puis, il y en a un autre qui va sortir sur l'article 7, justement, qu'on a vraiment travaillé pendant des jours et des jours, et qui est important pour nous sur les doctorants et doctorantes étrangères et étrangères. Voilà, donc merci encore. Et puis voilà, c'était un bon moment d'échange. Merci à vous tous. C'est important aussi pour nous d'entendre directement les acteurs concernés. N'hésitez pas à nous envoyer des éléments comme vous l'avez suggéré. On est preneurs et même effectivement après parce que le combat continue sur la durée. Merci à vous tous. Bon courage et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Après, je ne sais pas si Julien, tu voulais… Mais tout le monde pourra parler. Non, bah après, par rapport au SHS, évidemment que je suis personnellement sensibilisée là-dessus puisque c'est mon domaine de recherche. Et donc, je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas de financement, qui doivent travailler à côté, alors que pour moi, le doctorat est un travail à plein temps. Donc, c'est assez particulier comme vision des choses. Et donc, évidemment, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le ministère pour leur proposer un plan vraiment qui soit faisable de fléchage pour les SHS, de contrats, de réinjection par rapport au financement, essayer de travailler avec les universités, les directeurs d'établissement, directrices pour essayer comment dire, oui, enfin, c'est vraiment une histoire de flécher, c'est-à-dire, mais en fait, je crois qu'il y a aussi toujours un problème de sémantique, dans le sens où, par rapport aux sciences, vraiment, hein, et puis c'est une histoire de sémantique où la problématique vient aussi du ministère, où pour ces personnes-là, sciences, eh bien, SHS, c'est pas spécialement des sciences. Donc, c'est-à-dire que la personne peut nous dire, donc soit vous êtes en sciences, soit vous êtes en SHS. Sauf que par principe, SHS, c'est sciences humaines et sociales. Et donc, on est obligé nous-mêmes, en tant que doctorants, de les reprendre. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que c'est Julien, si tu veux préciser, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire pour les SHS. On a vraiment fait un plan qui était précis au niveau du fléchage, que ce soit du budget ou des propositions aussi un petit peu plus qualitatives. Donc, nous, on est toujours ouvert à la discussion et aussi à des projets concrets. Je vous remercie. Oui, rapidement, merci sur les SHS. Donc déjà un domaine sous-financé pour les doctorants qui me l'a dit, mais je voulais dire aussi que la LPPR, dont l'un des présupposés plus ou moins explicites est de dire l'argent qu'on ne va pas mettre en plus de manière publique sera apporté par des fonds du privé parce que ça va créer l'innovation, blablabla, blablabla. Il ne faut pas se leurrer. Je ne vois pas quelle entreprise privée va venir financer des travaux en lettres classiques, en sociologie de la culture, en art du théâtre, en histoire de la construction de l'État au Moyen-Âge, ou que sais-je. Ce sont des disciplines qui ne sont pas à forte valeur économique ajoutée. Et c'est tant mieux aussi, parce que la production de connaissances n'est pas forcément adossée, enfin, la valeur des connaissances produites n'est pas forcément adossée à ce que ça génère comme fric, en fait. C'est aussi avancer l'humanité, avancer la culture, avancer la connaissance, prévoir à long terme ce qu'on veut pour nos sociétés. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement monétisables, mais qui sont pour autant indispensables. Donc une LPPR qui part du présupposé que les 3% de PIB consacrés à la recherche vont être atteints parce que les entreprises un beau jour vont se réveiller et vont financer des recherches, c'est illusoire pour les SHS et pour les lettres et les sciences de la société en général. Ça ne va pas marcher, donc on est en train de couler, c'est clair et net. Je vous remercie. Monsieur Martin, vous voulez compléter, puis Madame Tac?
Oui, je suis à peu près d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour compléter, c'est qu'il y a quand même de la SHS qui est dite utile et qui, elle trouve du financement. Quand on voit le MIT, comment s'appelle le truc à Toulouse, là, le MIT, ils appellent ça, ouais, donc l'Institut toulousain d'économie, eux, Toulouse ils ont des School of financements. Economics. Voilà, merci. Eux, ils ont des financements et importants. De la même façon que certaines sciences sociales ont du financement. C'est celles qui visent à étudier l'entreprise. Ce n'est pas notre vision de l'entreprise, hein, mais il y a des centres de sciences humaines qui trouvent à se financer. Nous, ce qu'on déplore, c'est qu'avec un financement qui est sur appel à projet, avec un verrouillage qui peut être parfois politique très dur, hein, en économie, il y a une guerre ouverte au sein même du CNU entre les orthodoxes et ceux qui essaient d'être non orthodoxes, c'est juste être ouvert de ce point de vue-là, on a une vraie difficulté. Et c'est des questions qui sont des questions politiques fondamentales. Et on ne pense pas qu'une politique d'appel à projet, c'est-à-dire passant pas par des financements récurrents, on ne pense pas que ça va aider à ouvrir la science et à permettre à chaque discipline, sous-discipline, de vivre. Ça me semble évident que l'exemple que tu as cité par Julien, M. Julien tout à l'heure, ils nous trouveront peu à financer. Et donc, pour nous, c'est vraiment les appels à projets vont à l'encontre de la politique de financement des laboratoires et des universités, des financements récurrents. Merci, Madame Tac. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, hein. On est bien d'accord que effectivement le financement par appel à projet va cibler les recherches que l'on va vouloir financer. Alors il peut y en avoir en SHS, hein, il peut y en avoir. Elles sont plus rares. Mais par contre, on voit bien que c'est le parent pauvre à l'heure actuelle parce que la précarité débordante, c'est en SHS, les doctorants pas payés, c'est en SHS, tous les abus de pouvoir qu'on peut rencontrer, on les retrouve en particulier en SHS. Donc c'est effectivement le parent pauvre des sciences à l'heure actuelle. Et puis donc j'ai rien de plus à dire, tout a été dit. Je vous remercie. C'est toujours la logique de la course à la rentabilité immédiate aussi, hein. C'est l'argent avant les gens, chacun sa vision de la société. Je vais vous laisser un petit mot de conclusion à chacun, si vous voulez, et puis on va terminer l'audition. Je vais bien prendre la parole puisque j'ai le micro ouvert. Allez-y. Voilà. Bon, donc on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vous envoyer des éléments, je pense demain soir ou plus tard, qui compilent nos explications de texte concernant la suppression de certains articles et plus des textes complémentaires de compréhension. La conclusion, c'est que on est dans une bataille idéologique, hein, qui se résume pas au précaré de chacun d'entre nous, mais qui est bien dans un choix de société. Et ça, faire comprendre ça à tout le monde, c'est hyper compliqué. Et malheureusement, il s'agit bien de ça, quoi. Il n'y a qu'à voir les problèmes de déontologie, d'intégrité scientifique, hein, et des répercussions. Il n'y a qu'à voir, comme l'a dit Vincent, les problèmes du coronavirus avec Monsieur Canard. Donc on est au cœur des problèmes de société et on les aborde très très mal. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Martin. Oui, on va partir de. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à abandonné ce projet qui est néfaste. Alors, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, hein. Ça fait 10 ans qu'on subit à l'université des réformes qui bouleversent notre fonctionnement et à la fois université et recherche. Donc, les personnels sont épuisés. Et que ce soit, il y a des fusions dans tous les sens, il y a des changements de poste dans tous les sens. Il y a un manque de personnel qui est crucial. Donc, pour moi, il faut articuler. Enfin, ce qu'on essaie de faire avec le problème, c'est que les personnels ne sont pas tous rentrés et c'est compliqué de les voir. C'est d'articuler les personnels et les étudiants, hein. C'est d'articuler le fait qu'on a une rentrée qu'on pense être terrible, avec des personnels qui sont déjà épuisés et des étudiants qui sont en conditions compliquées. Et en même temps, ce combat pour éviter que l'avenir d'une partie de la jeunesse soit complètement bouché pendant encore des années, quoi. Voilà, donc on va sans doute appeler, il y a une réunion du comité de mobilisation et d'intersyndicale qui a lieu le 7 et le 8 septembre, 8 et 9, je ne sais plus exactement, et on va essayer d'embrancher sur une journée de mobilisation par la suite. Et notamment la semaine de la rentrée,
donc au Parlement, là, le 21 septembre, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation, avec toutes les difficultés qu'on a avec ces conditions très particulières. Je vous remercie. Oui, donc pour conclure, merci à nouveau de nous avoir écoutés aujourd'hui. Voilà, on souhaite juste conclure et insister sur 3 conditions qui permettraient à l'LPPR de soutenir vraiment les jeunes chercheurs. La première, c'est que la LPPR doit permettre à chaque doctorant et doctorante d'être financé pour sa recherche à nouveau. Et puis si Madame la ministre a besoin d'aide pour tout ce qui est calcul, essayer de la soutenir pour mieux orienter le choix du nombre de contrats, en tout cas, on l'aidera pour ça, sans que cela passe évidemment par une réduction du nombre de doctorants et doctorantes, mais bien par une augmentation des moyens. Deuxièmement, donc, elle doit offrir aux jeunes chercheurs et chercheuses des statuts qui soient protecteurs et des conditions de travail qui soient décentes. Troisièmement, elle doit prévoir une augmentation du nombre des recrutements permanents pour mettre fin à la précarité qui est, selon nous, intolérable des jeunes chercheurs et chercheuses et aux souffrances qui en résultent dans notre milieu. Et voilà, on les côtoie tous les jours, donc c'est vraiment affreux de vivre ça au quotidien. Et donc ça, ces 3 conditions seulement pour prétendre être une loi ambitieuse ou pour la recherche française, ou en tout cas qu'on pourra éventuellement revoir notre avis dessus, et dans laquelle les jeunes chercheurs et chercheuses pourront occuper une place importante dans le même temps. Donc vraiment, en tout cas, les jeunes chercheurs et chercheuses sont une majorité qui sont silencieuses en France. Et on vous remercie vraiment pour votre attention. Et voilà, en tout cas, on reste disponible pour d'autres échanges ultérieurs, même après les votes qui auront lieu mi-septembre. Et puis voilà, on vous propose vraiment de retourner voir les CP, les communiqués de presse qu'on vous avait envoyés il y a quelques jours. Et puis, il y en a un autre qui va sortir sur l'article 7, justement, qu'on a vraiment travaillé pendant des jours et des jours, et qui est important pour nous sur les doctorants et doctorantes étrangères et étrangères. Voilà, donc merci encore. Et puis voilà, c'était un bon moment d'échange. Merci à vous tous. C'est important aussi pour nous d'entendre directement les acteurs concernés. N'hésitez pas à nous envoyer des éléments comme vous l'avez suggéré. On est preneurs et même effectivement après parce que le combat continue sur la durée. Merci à vous tous, bon courage et à bientôt.